À l'aube du XVe siècle, en Italie, artistes et penseurs développent de manière spectaculaire l'idée d'un renouveau, d'une renaissance. Depuis quelque temps déjà, l'Italie désirait retrouver la grandeur de la Rome antique, rejetant les chaos du Moyen-Âge. Une nouvelle liberté d'esprit, un sentiment de confiance en soi et d'espoir voient le jour. La recherche et la création ouvrent de nouvelles voies. La Renaissance est une époque de découverte. Et la riche Florence, cité des Médicis, en est le berceau. Chaque cité-État d'Italie se fait fort de posséder une architecture bien à elle. Vers 1400, Florence décide de couronner son ancienne cathédrale gothique d'un dôme de taille impressionnante, mais aucun architecte n'est capable de poser un tel dôme sur l'immense voûte de l'ancienne travée. Un seul trouve la solution. C'est l'architecte Filippo Brunelleschi. Le dôme ainsi érigé devient le chef-d'œuvre central de Florence. On dit que Brunelleschi serait allé à Rome étudier les formes classiques des monuments antiques, prenant leurs proportions, dessinant leur profil. Le but de Brunelleschi est la création d'un nouveau style architectural qui incorpore de façon libre et harmonieuse les formes classiques, coupoles, frontons et colonnes. Et il parvient vraiment à créer un style qui inspirera l'architecture jusqu'au XXe siècle. À Florence, il construit la chapelle de la riche famille Pazzi. À l'extérieur comme à l'intérieur, les proportions sont harmonieuses, la voûte est très spacieuse, le style est simple, clair et élégant. De même, la Loggia degli Innocenti, construite devant l'hospice des enfants trouvés à Florence, est conçue selon les motifs et les pures proportions classiques. Mais Brunelleschi a l'idée d'élever les arcades à colonnes, offrant légèreté et grâce au bâtiment. Brunelleschi n'est pas seulement le créateur d'une nouvelle architecture. On lui doit probablement une autre découverte capitale, celle de la perspective. Les artistes de l'Antiquité savaient créer l'illusion de la profondeur. Mais Brunelleschi trouve les voies mathématiques qui régissent cette illusion, les lois qui permettent de calculer la taille d'un objet à mesure qu'il s'éloigne. La fresque de l'église Santa Maria Novella à Florence, peinte par Masaccio, est l'une des premières œuvres construites selon les lois de la perspective. Masaccio peint la Sainte Trinité ainsi que la Vierge et Saint Jean sous une chapelle qui semble véritablement percer le mur. Masaccio utilise la perspective de manière sobre. Il renonce à la séduction et gagne en sincérité et en émotion. La perspective est ici au service du spectateur. Il peut entrer dans le tableau et saisir toute l'intensité de la scène. Dans ses magnifiques reliefs, le grand orfèvre Lorenzo Ghiberti utilise les lois de la perspective de façon très audacieuse. À Florence, il sculpte les portes du baptistère, racontant des scènes de l'Ancien Testament. Michel-Ange lui-même les nomme portes du paradis, tant leur beauté est grande. Ghiberti maîtrise merveilleusement l'espace et la profondeur. Les personnages sont quasiment en 3 dimensions, les perspectives raffinées, les arrière-plans finement travaillés. L'ensemble donne une impression de réalité. Les architectes de la Renaissance ont une grande préférence pour la construction à plan central, construction dont la base est un cercle ou un polygone régulier. Le génial Léonard de Vinci, à la fois peintre, inventeur, médecin, architecte, étudie aussi ces formes idéales. On trouve de tels édifices dans la peinture. Dans le tableau Le mariage de la Vierge, le peintre Raphaël place un temple tout à fait circulaire. Vers 1500, le grand architecte Bramante construit un monument sur l'emplacement du martyre de Saint-Pierre. Ce sera un petit temple purement circulaire, inspiré de l'Antiquité, à la fois simple et riche.
Le pape Jules II confie alors à Bramante la plus importante commande du monde chrétien, la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. Bramante conçoit l'église également sur un plan central. Le projet, trop coûteux, restera malheureusement inachevé. Plus tard, on réalisera des villas sur ce même plan, comme la fameuse villa Rotonda, près de Vincennes. 4 côtés égaux, 4 frontons, 4 entrées à colonnes. C'est un édifice aux mesures et aux proportions idéales, en harmonie avec la nature, tout à fait fidèle à l'esprit de la Renaissance. L'être humain est au cœur de la pensée de la Renaissance. Des théoriciens de l'art trouvent même des liens entre l'architecture et la silhouette humaine. Mais ce qui va par-dessus tout inspirer les artistes de la Renaissance, c'est le corps humain. Léonard de Vinci dissèque des corps et rapporte ses observations par des croquis d'anatomie extrêmement précis. Il compare la structure du corps à celle de la terre. La structure osseuse est comparable aux montagnes, la chair à la terre, le sang à l'eau des rivières. L'homme peut être considéré comme l'image et le centre du macrocosme. Les progrès de la perspective permettent d'étudier par le dessin les proportions humaines. Pour les artistes de la Renaissance, le corps humain est la quintessence de toute beauté. Une beauté retrouvée qui glorifie l'homme comme dans l'Antiquité. La naissance de Vénus, peinte par Botticelli à Florence, exprime bien cette idée. Le corps parfait de la déesse de l'amour émerge de la mer sur un coquillage, poussé par les dieux du vent. C'est un merveilleux mythe antique ressuscité par les poètes de la Renaissance, un hymne à la beauté et la sensualité. Le David de bronze de Donatello a marqué cette époque. Sculpté vers 1430, c'est le premier nu de taille humaine depuis l'Antiquité. Sa position à contrapposto, c'est-à-dire en appui à contre-pied, donne à la sculpture un mouvement et une sensualité particulière, presque insolente. Michel-Ange, 70 ans plus tard, sculpte aussi son immense David à contrapposto. Tout le corps est en alerte, les muscles tendus. Le corps humain est ici image de force, de puissance et d'assurance. Léonard de Vinci imagine l'homme idéal de la Renaissance, l'homme parfait, presque divin. Dans la fameuse scène qu'il peint à Milan, il choisit de représenter le moment où le Christ annonce la trahison de l'un de ses disciples. La scène est mouvementée, pleine de protestations et d'indignation. Malgré le mauvais état de la fresque, on admire comment Léonard de Vinci parvient à unir dans sa peinture le mouvement des corps et les manifestations de l'esprit, la passion et l'émotion. Mais c'est sans doute Michel-Ange qui représente le mieux l'union parfaite du corps et de l'esprit dans la création du monde. Fresque qu'il peint au plafond de la chapelle Sixtine à Rome. Il ose peindre l'inspiration divine au moment de la création d'Adam. Il ose peindre cet instant de perfection simplement avec des regards et des gestes. À la même époque, Raphaël est le peintre des Madones très personnelles, la pureté du visage de la Vierge, les ombres délicates, le geste tendre des bras soutenant l'enfant Jésus, tout contribue à une impression d'équilibre parfait. Au XVIe siècle, la Renaissance atteint son apogée à Venise, qui excelle dans un art, l'art de la couleur, c'est-à-dire l'art de la lumière. Giovanni Bellini peint le triptyque de la Madone. Par un subtil mariage de couleurs, la lumière du tableau adoucit les contours, éclaire l'œuvre d'une teinte chaude et veloutée. La fameuse Tempête de Giorgione est un tableau à l'atmosphère mystérieuse. La lumière de l'orage donne un caractère surnaturel au paysage qui n'est plus qu'un simple arrière-plan.
Giorgione unit personnages et paysages dans une même harmonie. Mais c'est le Titien, célèbre peintre vénitien, qui maîtrisa la couleur avec le plus de puissance. Dans l'Assomption, il libère la couleur de la composition et du dessin, unifiant l'œuvre d'une même lumière. Le Titien peint des tableaux lumineux, des corps lumineux. Il parvient à exprimer la beauté divine en l'homme. Cette beauté sublime, recherchée par toute une époque, l'époque de la Renaissance. Léonard de Vinci était à la fois peintre, architecte, médecin, inventeur. Vrai ou faux? Vrai. Et ce savant à l'inspiration immense nous légua une œuvre inoubliable. La Renaissance débuta en Italie à l'aube du XVe siècle, XIVe siècle, XVIIIe siècle. À l'aube du XVe siècle, et la Renaissance montra une telle richesse qu'elle dura jusqu'au XVIIe siècle. Dans notre monde vidéo numéro 21, vous entrerez dans le monde inquiétant des virus et de la lutte que l'homme mène contre eux avec la vaccination. Ensuite, vous verrez les dégâts que causent les pollutions de toutes sortes à notre environnement. Et enfin, vous assisterez à une autre lutte, silencieuse et invisible, celle que mènent les arbres et les arbustes pour leur survie. Et vous retrouverez bien sûr votre rubrique Culture Flash.